sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui, lorsqu'ils prenaient le métro autrefois, ne s'amusaient pas à parier avec les leurs sur les affiches de réclame qui étaient collées dans les tunnels ou sur les quais. Pour répondre à Laurence, il est vrai que la marque Duponnet a été retenue en mémoire car le slogan nous a tous bien marqués. Il apparaît que c'était la seule réclame dans les tunnels, bien que j'ai l'impression qu'il y en ait eu d'autres, mais bien sûr dans les couloirs et sur les quais, il y avait d'autres produits qui étaient aussi martelés avec force. C'est galop, ça c'est du meuble. Un meuble signé Lévitan et garanti pour longtemps. L'ami Yabon avec son Yabon bananéa. Perrier, le champagne des eaux de table. Du bon, du bon, du bon, du bon, du bonnet. Buvez-on quand ça vous plaît. Du bon, du bon, du bonnet. C'est le quinquina parfait. Du bon, du bon, du bonnet. Bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles, bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles qui durent longtemps. Astro, la douleur s'efface. Astro, la douleur s'en va. Astro. Astra, Astra, employez donc toujours Astra. Vos plats seront plus savoureux. Mesdames, tout est meilleur avec Astra. Au clair de la lune, Que cherche Pierrot? le soleil dans une bouteille de Cointreau. La brillantine Cadorissin rendra vos cheveux beaux et sains. Si vous voulez un savon de toilette qui soit très doux, qui sente vraiment bon, un seul nom doit vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon. Envoyez la réclame. Adoptez le shampoing d'homme. Tout le monde adopte. Lus, les bons petits beurres lus. Oh, qu'ils sont bons les lus, c'est un régal, un délice. Avec Martini, 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 le monde entier chante et sourit. On envoie de New York à Paris, y a rien de meilleur qu'un vrai Martini. Et si vous voulez régaler vos amis, offrez un Martini. C'est un déjeuner. Un goûter délicieux, banania. Banania, banania. Il y a bon. Banania, Banania. banania. Y a bon, banania. Etc., etc. Maintenant, voilà ce qui a été gardé en mémoire en ce qui concerne la rue de l'Ancry et le numéro 10, où j'ai vécu depuis 1950
à 1979 et mon père jusqu'en 1987, ce dont je me souviens en grande partie et ce que j'ai trouvé lors de mes recherches. La rue de l'Ancry fut propice pour un tas d'événements. Barricades et manifestations, et ce, bien avant mai 68. Au 63 rue de l'Ancry, devant l'atelier Barbedienne, fonderie de bronze connue du monde entier, c'est le massacre d'opposants au coup d'État du 2 décembre 1851-52, merci Louis-Napoléon. La fonderie est détruite par les canonnades allemandes en 14-18. Merci la grosse Bertha. L'atelier ferme en 1954. Je passais devant la porte de l'immeuble avant d'aller à l'école. Des Ides travaillaient dans la fonderie. Non, je n'en sais rien. Je rigole, mais c'est au cas où certains me demanderaient quel rapport avec le yiddish. Je rajoute quand même que des Ides achetaient des bronzes, vu que c'était des œuvres d'art, et d'ailleurs, Marcel Proust mentionne Barbedienne dans À la recherche du temps perdu, dans le tome La prisonnière. Mais vous le saviez. Comment? Non? Maintenant vous le savez. Victor Hugo relate les événements dans son livre Histoire d'un crime. Il cite Thirion de Montauban, propriétaire au 10 rue de l'Ancry, tué sur sa porte. Napoléon III dirige la France à ce moment et ses détracteurs le surnomment Badinguet et Eugénie est Badinguette. Je rappelle que Napoléon III rêvait de créer un État juif s'étalant d'Alger à Bagdad, sans oublier Tataouine à Tamanrasset. Je me demande si vous vous rappelez ce que signifie cette expression tombée en désuétude. Encore au 63 rue de l'Ancry, à l'atelier Barbedienne en 1864, ce sont les grèves victorieuses appelées chômage concerté. Des ouvriers bronziers pour la réduction de la journée à 10 heures. Eh oui, on bosse entre 14 et 16 heures par jour. Encore un effort, les gars. 1936 n'est pas loin. 1871, le 25 mai, lors de la Commune, les fédérés installent des barricades au début de la rue, au niveau des numéros 1 et 2, soit sur la rue de Bondy, René Boulanger, et se heurtent aux Versaillais. Ce fait passe à la postérité sous le nom de Semaine sanglante. Cela faisait partie de nos cours d'histoire autrefois. Léo Frenkel est alors blessé sur une barricade de la rue du Faubourg Saint-Antoine. 1889, le 14 juillet, le médecin militant anarchiste Paul Brousse, le chef de file du courant dit possibiliste au sein du socialisme français, organise une réunion, le congrès de la Fédération des travailleurs socialistes de France, organisation réformiste en concurrence de celui des marxistes organisé le même jour. Ne me dites pas que l'histoire se répète ou bégaye, ne mélangeons pas tout de même. Des Ides avaient participé à cette réunion. 1893, le 15 juillet, la Fédération du commerce, la Fédération des organismes sociaux et la Fédération des banques et assurances sont toutes trois issues de la fédération créée par les délégués de 6 syndicats dans une salle du 10 rue de l'Ancry. Dans les rangs de ces fédérations, il y a des Ides, puisqu'ils commencent à mieux s'organiser dans le mouvement ouvrier. Les Juifs commencent à arriver en masse en France à partir de 1881, suite à l'assassinat du tsar Alexandre II et aux pogroms qui suivirent. 1916, le 2 juillet, la Bibliothèque ouvrière juive, ou Bibliothèque du Bund, le cercle des ressortissants russes de Montmartre, le syndicat des casquetiers et les artistes juifs de Paris organisent une matinée destinée à commémorer le souvenir de l'écrivain populaire juif Sholem Aleichem, décédé le 12 mai 1916 à New York. Elle réunit plus de 400 personnes et l'annonce a été faite par le journal Naše Slovo, Notre Parole, le quotidien internationaliste dirigé par Trotsky. 1917, l'histoire de la Yiddishkeit par Frédéric Vier à propos du théâtre juif. Il est impossible de dater la présence d'un théâtre juif à Paris. Pourtant, en décembre 1917, le principal organisateur de pièces en yiddish est Rardashnik Israël Noé, dit Franck Nathan, né le 10 octobre 1889 à Nijne, Russie, fils de Feivish et Gerstein Gittl.
Il écrit aussi qu'à partir de 1902, un théâtre juif s'ouvre rue des Francs-Bourgeois, dans une cave, et un autre rue Beaubourg. 1922. La Kulturligue, organisation associée avec le Bund, établie à Kiev en 1918, dont le but est de promouvoir le yiddish, littérature de langue, le théâtre et la culture, installe ses locaux au 26 rue de l'Ancry, et les artistes amateurs se produiront au théâtre du 10 rue de l'Ancry. La plupart de ces adhérents étaient des socialistes et d'autres des communistes, unis pour la culture et pour le combat social. C'est relaté dans le livre « Le pain de misère, histoire du mouvement ouvrier juif en Europe » par Nathan Weinstock. 1925. Spectacle d'un théâtre de marionnettes yiddish fondé et dirigé par deux artistes juifs new-yorkais, Zuni Maud et Joseph Kotler. Beaucoup de monde est venu à la première au 10 rue de l'Ancry. Cependant, le public n'avait jamais vu un théâtre de marionnettes et ne savait même pas de quoi il s'agissait. Quand le spectacle a commencé, un scandale a éclaté. Une grande partie du public a protesté contre une telle prestation. « Nous sommes venus voir une pièce de théâtre et non pas des poupées !» entendait-on de tous côtés. Les deux artistes se sont dirigés vers le public, se tenant livides face à eux, perdus, et ont commencé à répondre qu'ils n'avaient trompé personne, qu'ils avaient annoncé qu'il s'agissait d'un spectacle de marionnettes et qu'ils iraient jusqu'au bout de leur représentation. Une grande partie du public, emporté, a quitté la salle en signe de protestation, tout en haussant les épaules. « Tu parles d'un théâtre !» 1933. Le militant communiste allemand Willy Münzenberg organise un meeting antifasciste et propose le boycott des produits allemands. Je rappelle que Münzenberg a rompu avec Staline à cause des purges de 1930. Il est assassiné par le NKVD en 1940. 1934. Gilbert Badia, dans son livre de 1984, Les bannis de Hitler, accueil et lutte des exilés allemands en France 1933-1945, raconte: deux metteurs en scène de grand renom, Erwin Piscator et Max Reinhardt, séjournèrent à plusieurs reprises à Paris. Le premier vint en 1934 à Paris et fit au théâtre L'Ancry un exposé sur le théâtre et le film soviétique. Dans ce livre sont enfin mentionnés les lieux de théâtre juifs. Le livre se trouve sur le net. 1935. Le mouvement populaire juif, une sous-section juive du Parti communiste, a son siège au 10 rue de l'Ancry. Les sionistes socialistes forment avec la sous-section juive du Parti communiste français et le Bund le mouvement populaire juif qui fait contrepoint entre 1935 et 1937 au Rassemblement général de la gauche française. Laurent Joly, dans son livre « Vichy dans la solution finale », écrit: Le 14 juillet 1944, les inspecteurs Boisseau et Fournier se rendent à 22h au cours de danse de la rue de l'Ancry. Ils ont interpellé une femme au faciès spécifiquement judaïque qui leur a présenté une carte d'identité au nom de Macour Raymonde, écolière, née le 27 mars 1927 à Paris. Elle leur montre après une carte d'identité avec le tampon juif. Ce rapport est consigné à 23h dans le commissariat de police du 11e arrondissement. Elle est déportée le 23 juillet 1944 dans le convoi 77. Elle n'est pas revenue. Perso, j'aime très beaucoup le « une femme au faciès spécifiquement judaïque ». Je trouve que ça a du nez. 19 mai 1946, meeting de Marceau Pivert qui annonce son désir de réintégrer la SFIO avec les ex-membres du Parti socialiste ouvrier et paysan. Marceau Pivert, syndicaliste enseignant et un militant socialiste français, dirigeant durant les années 1930 du principal courant révolutionnaire au sein de la SFIO, puis fondateur du Parti socialiste ouvrier et paysan, PSOP, en 1938. 1947, le 8 novembre 1947.
pour la première fois, les groupes Force ouvrière tiennent une conférence nationale qui réunit dans la salle Lancry 250 délégués. Léon Jouot et 3 autres membres du bureau confédéral sont présents. Robert Bottereau, Neumeyer et Delamarre. Des bundistes participent à la réunion. Concernant le théâtre aux 10 rue de Lancry, Wikipédia n'en raconte qu'une partie puisqu'il n'y a pratiquement rien sur le théâtre juif. Au hasard de ce que j'ai picoté et picoré. Au début, en 1880, c'est une simple salle de conférence bâtie au fond d'une cour et qui est conçue pour abriter des conférences. La salle, qui contient 400 places, dont une centaine au balcon, se tourne peu à peu vers le théâtre au travers des matinées littéraires et de quelques œuvres. En mars 1899, la comédienne Magda Maghera en prend la direction et installe sa troupe. Elle est remplacée en 1904 par le deuxième théâtre pour tous, puis en 1905 par le théâtre israélite de Paris. Et ça s'arrête là pour ce qui est du théâtre juif. Ensuite, il est écrit qu'en 1908, le théâtre devint le Théâtre de l'Avenir. Ce n'est que le 16 mars 1921 qu'il prend le nom officiel de Théâtre Lancry. Après 2 années de fermeture, il prend le nom de Nouveau Lancry en 1946. Puis, le 5 avril 1947, celui de Théâtre de la République, sous la direction du comédien André Certes. 1948, Jean Vilar joue dans son premier rôle au théâtre rue de Lancry. Après une nouvelle éclipse entre 1949 et 1951, il est rebaptisé en 1951 le théâtre du Nouveau Lancry, qui renaît sous l'impulsion des comédiens Roger Pachel et Sylvain Dôme, qui le transforment en salle d'avant-garde. Ils y créent notamment Les Chaises d'Eugène Ionesco, Les Amants du métro de Jean Tardieu et La parodie d'Arthur Adamoff, dans une mise en scène de Roger Blin. Scylla Shelton, à propos des Chaises d'Eugène Ionesco, a dit « À la première des Chaises, au théâtre Lancry, la salle était comble. Mais c'étaient tous les employés de Gallimard qui la remplissaient. Et le lendemain, plus un chat. » Sur le site BFI Film Forever, il est écrit « Troupe du théâtre yiddish Lancry. Filmographie 1948. Manon. Scénario et dialogue, Henri-Georges Clouzot et Jean Ferry. Mise en scène, Henri-Georges Clouzot. Musique, Paul Misraki. Interprète, Michel Auclair, Robert Desgrieux, Cécile Aubry, Manon, Serge Reggiani, Léon, le frère de Manon, Raymond Souplex, Monsieur Paul, Henri Wilbert, le commandant du navire, Daniel Hivernel, le major américain, les acteurs yiddish du théâtre Lancry, sans précision de nom. Le théâtre ferme définitivement en juin 1953, après un grand incendie dans la nuit. Mes parents nous avaient fait partir, ma sœur et moi, chez nos grands-parents. À suivre, et la suite, lundi prochain, si vous le voulez bien. Me disait mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi tatele,
il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org